Allez, on continue sur une thématique qui n'a pas été encore abordée aujourd'hui, qui est le climat et la santé, ou plus précisément sur cette table ronde, la santé au défi des périls écologiques. Qu'est-il temps encore de faire? Qu'est-il encore temps de faire? Je vais y arriver. Juste un constat, hein, le bilan il est alarmant quand même. Le réchauffement climatique pourrait entraîner, selon l'OMS, près de 250 000 décès supplémentaires par an entre 2030 et 2050 dans le monde. Un chiffre encore, hein, on estime que le coût des dommages directs pour la santé se situe entre 2 et 4 milliards de dollars par an d'ici 2030. Donc, voilà, plein de chiffres. Avec nous, pour en discuter, Jean-David Zetoun, qui est docteur en médecine et docteur en épidémiologie. Merci d'être avec nous. Kevin Jean, qui est professeur en santé et changements globaux à l'École normale supérieure. Nous avons Vanina Laurent-Ledru, qui est directrice générale de la Fondation Sanofi. Et enfin, Muriel Vessier-Tossa, qui est directrice de recherche à l'INRAE. Merci à tous les quatre d'être avec nous. Alors, les périls écologiques, il y en a plein. Donc, nous, on va faire un peu une liste non exhaustive des liens très forts de l'impact du climat sur la santé. Pour commencer, je me tourne vers vous, Vanina. Vous travaillez avec la Fondation Sanofi sur la résilience des populations vulnérables impactées par le changement climatique. Est-ce que d'abord, dans un premier temps, on peut rappeler le grand concept de One Health, justement, pour voir un petit peu les liens entre tout ce dont on va parler après, et puis quels ont été concrètement les risques auxquels ont fait face les populations que vous avez aidées? Parfait. Merci beaucoup de cette invitation déjà. Donc oui, je représente Foundation S en anglais, comme ça parle à tout le monde, qui est l'entité philanthropique du groupe. Et peut-être juste rappeler à quoi ça sert. On est actif en fait sur 3 grands thèmes: l'accès aux médicaments, l'amélioration de la santé communautaire, et puis enfin un thème qui nous est effectivement très cher, c'est celui de l'impact du changement climatique sur la santé, parce que c'est le grand défi sanitaire qui nous attend tous. Les chiffres que vous avez rappelés, hélas, sont vieux, et aujourd'hui on attend 15 millions de décès supplémentaires d'ici à 2050 dû à l'impact du changement climatique sur la santé. Donc on est vraiment face à une urgence qu'il convient de caractériser ici. Et pour nous, cette approche One Health, une seule santé en français, est très intéressante parce qu'en fait, elle lie la santé humaine, mais il ne faut pas oublier que tout est lié. On l'a entendu dans la table ronde juste avant sur le cancer, mais c'est le cas pour toutes les autres maladies, la santé animale et la santé planétaire. Et donc pour nous, il est aussi très important de travailler avec les communautés qui sont les plus frappées par l'impact du changement climatique sur la santé. Aujourd'hui, elles sont quand même plutôt dans les pays du Sud, parce que les pays du Sud sont déjà très exposés aux vagues de chaleur, aux inondations, à la sécheresse, aux maladies infectieuses par la remontée des moustiques qui migrent de plus en plus vers le nord. Et tout ça arrive en France. Donc ce qu'on voit, c'est qu'il y a 2 grands types de périls écologiques, pour rebondir sur la table ronde. Il y a tout ce qu'on peut faire pour l'atténuation des impacts du changement climatique, et puis il y a tout ce qu'on peut faire sur l'adaptation. L'adaptation au changement climatique, c'est ça qu'on fait chez Foundation S. On finance des programmes pour les communautés les plus impactées, parce qu'on pense que les solutions sont dans les communautés. Le local connaît toujours mieux la solution que nous venant du Nord. Et donc, on parle aujourd'hui de 3,5 milliards de personnes qui vivent déjà dans des zones extrêmement impactées par le changement climatique et son impact sur la santé. Et donc, ce qu'on voit, pour être très concret, c'est que des exemples tout simples, comme par exemple des hôpitaux résilients face aux vagues de chaleur, c'est des choses qui peuvent marcher aussi en France. On peut en reparler. On a fait ça au Tchad, on essaye de faire ça dans d'autres pays du Sahel. On voit aussi que mettre des balises pour détecter la montée des eaux et prévenir les professionnels de santé, c'est des choses qui fonctionnent. Donc je ne me suis pas étendue sur les risques, parce qu'on est quand même aujourd'hui dans une approche de solution, et je pense que c'est important de travailler là-dessus, et on y viendra plus en détail. Mais voilà en gros les impacts qu'on peut caractériser et pourquoi on travaille sur ce sujet, parce qu'au final, une fondation comme la fondation d'un groupe de santé publique se doit d'être aux avant-postes des impacts de la santé et de travailler là-dessus.
Alors on va encore continuer un petit peu sur justement les risques et puis on parlera des solutions dans un deuxième temps et on s'attardera là-dessus. Muriel, vous travaillez de votre côté sur tout ce qui est maladies zoonotiques, donc celles transmises par les animaux. Aujourd'hui, on voit qu'on a un nombre record de certaines maladies en France, comme la dengue, qui n'y avait pas avant, transmises par le moustique. Quels sont justement les facteurs environnementaux qui entraînent cette émergence? Alors effectivement, la dengue est une maladie virale transmise, enfin qui est due à un virus qui est lui-même transmis par un moustique. Et donc les facteurs qui expliquent cette émergence sont assez complexes, hein, et effectivement, on parle ici du changement climatique, mais il n'y a pas que le changement climatique, et c'est assez finalement difficile de faire la part des différents facteurs qui vont provoquer ces émergences. Et donc ce qu'on sait, c'est que, par exemple, dans les pays d'où vient le virus et le moustique, on sait que, par exemple, les comment dire, la déforestation, par exemple, les modifications des écosystèmes va impacter en fait la biologie du moustique, qui va en fait aller coloniser des zones qu'il ne colonisait pas, et notamment des zones où se trouve l'homme, et il va se trouver très bien dans ces zones-là et va pouvoir se multiplier. Ensuite, évidemment, il y a l'impact des changements globaux et du changement climatique. Et on sait aujourd'hui que les moustiques qui transmettent la dengue et d'autres maladies, d'ailleurs comme le chikungunya, sont des moustiques qui vont vivre mieux sous des températures plus élevées. Et par exemple, en métropole ou en Europe, ils vont pouvoir se développer alors qu'ils pouvaient ne pas se développer dans des endroits, dans des zones géographiques où la température était plus élevée. Le virus aussi en lui-même, donc il y a le moustique qui est capable de s'adapter, mais le virus également. On sait que le virus responsable de la dengue et du chikungunya vont être des virus qui sont très sensibles à la chaleur et qui vont se multiplier plus facilement lorsque les températures sont élevées. Donc ça, c'est au niveau de l'augmentation de la température. Mais quand on parle de changement climatique, on parle également de phénomènes extrêmes comme les pluies, les inondations, les périodes de sécheresse, d'inondation. Et ça, les moustiques, ils adorent. Et c'est vraiment un facteur également de multiplication du virus. Et puis, il y a d'autres facteurs qui, là, sont plus liés à la mondialisation, au fait que on est capable, nous, les marchandises, les animaux, les plantes, de voyager dans le monde entier en l'espace de quelques heures. Et en fait, donc, les moustiques voyagent avec nous, mais également les virus qu'on peut transporter, qui peuvent être transportés par les denrées alimentaires, donc voyagent et vont pouvoir coloniser des lieux où ils n'étaient pas présents. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les moustiques également sont tout à fait capables de très bien s'adapter et qu'ils peuvent évoluer comme tout être vivant. Et donc les moustiques, et notamment le moustique tigre qui transmet la dengue et le chikungunya, eh bien, se sont parfaitement adaptés au climat tempéré qu'on connaît en France. Et donc ils sont arrivés et ont colonisé en quelques mois, voire années, la France, et ils sont partout aujourd'hui. Et on a effectivement une multiplication de cas autochtones, de cas de dengue et qui multiplient, enfin, dont le nombre se propage chaque année. Jean-David, vous travaillez beaucoup sur comment les sociétés industrielles produisent aussi des risques épidémiologiques. Dans votre dernier ouvrage, Le suicide de l'espèce, vous parlez aussi des interactions entre climat, pollution, mais pas la pollution. Alors, quand on pense à la pollution, on pense à la pollution atmosphérique, les petits messages qu'on voit quand on est sur la route, etc. En fait, il y a plusieurs pollutions. Est-ce que vous pouvez aussi nous en parler? Oui, bien sûr. La pollution, c'est tout ce qu'on transfère à l'environnement et qui endommage les écosystèmes ou la santé humaine.
Aujourd'hui, le changement climatique n'est pas un problème de santé publique important à l'échelle mondiale parce que ça fait beaucoup moins de morts que la pollution. La pollution fait 9 millions de morts par an dans le monde, sur 62 millions de morts dans le monde l'année dernière. Donc c'est 16% de la mortalité mondiale. Le changement climatique, c'est énormément moins. Dans ces 9 millions de morts, 90% se passent dans les pays dits pauvres. Mais en France, on estime que c'est entre 40 et 80 000 morts par an. Donc c'est quand même significatif en sachant qu'il y a eu 640 000 morts par an l'année dernière en France. Et on a deux tendances qui se croisent. Une pollution traditionnelle qui est en baisse, qui est la pollution interne au foyer, qui vient de l'air ou de l'eau dans des conditions archaïques par rapport à nos sociétés. Et donc ça, c'est une pollution qui baisse automatiquement quand les pays se développent. Donc la pollution traditionnelle, qui fait un peu moins de la moitié de ces 9 millions de morts, est en baisse. Mais elle est compensée pratiquement exactement mathématiquement par une pollution moderne, qui est représentée par, premièrement, la pollution de l'air, qui est en baisse dans les pays riches, mais en hausse dans le monde, parce que les pays pauvres se développent sur la base d'énergies fossiles, et donc ça fait augmenter quasiment automatiquement leur quantité de pollution atmosphérique. Et la pollution chimique, qui est le truc beaucoup plus difficile à quantifier, à détecter, et qui va être, à mon avis, plus difficile à traiter que la pollution de l'air. Pour la pollution de l'air, on a des pistes. Pour la pollution chimique, on a 0 piste, qui fait énormément de morts aussi, même si la quantification est un sujet de controverse. Alors maintenant qu'on a dressé un peu un bilan non exhaustif de la situation, le sujet de la table ronde, c'est qu'est-il encore temps de faire quand même? Donc c'est parler des solutions. Kevin Jean, vous allez plus loin en fait dans la réflexion et vous avez étudié les liens entre les politiques climatiques et leurs effets sur la santé. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques résultats de ces études? Quelles politiques de santé concrètement sont les plus efficaces pour enrayer cette situation? Alors pour enrayer la situation, oui c'est important d'essayer d'enrayer la situation parce qu'à l'heure actuelle sur le volet climatique en tout cas on sait qu'on est en train d'aller dans le mur et qu'on est plutôt en train d'accélérer. Et donc, on l'a dit, le changement climatique, c'est des impacts dans le futur, avec des projections qui sont catastrophiques. C'est aussi des impacts d'ores et déjà observés partout dans le monde. Donc même si ce n'est pas au niveau des pollutions, c'est déjà un impact mesurable observé partout dans le monde. Et ce qu'on sait, c'est que tant qu'on n'aura pas atteint la neutralité carbone, qui est une condition géophysique pour pour arrêter l'augmentation des températures et donc atténuer les risques liés au changement climatique, ces risques vont augmenter. La première chose, donc voilà. Et on sait également qu'on a des capacités d'adaptation face à ces conséquences du changement climatique sur la santé, mais que ces capacités d'adaptation ont une limite. Le GIEC nous dit qu'au-delà d'1,5-2 degrés, il sera très compliqué de s'adapter au changement climatique. Et donc on aura des pertes et dommages. Donc là, ce qui nous reste sur la table, c'est la solution de l'atténuation. Il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et la bonne nouvelle qu'on a sur ce volet-là, c'est que c'est également une très bonne façon de réduire les pollutions. On a une convergence très forte entre des politiques climatiques et des politiques de santé publique, et ça, c'est très simple de le comprendre. Quand on réduit les émissions liées aux gaz à effet de, les émissions de gaz à effet de serre, on réduit la combustion d'énergie fossile, et donc du coup, on améliore la qualité de l'air. La grande partie de la pollution de l'air est due à la combustion d'énergie fossile. 250 000 décès par an en Europe dus à la mauvaise qualité de l'air. On pourrait réduire une fraction très considérable de ces décès tout simplement en cessant de brûler du pétrole, du gaz et du charbon. La deuxième chose, c'est que quand on parle par exemple de décarbonation, le secteur des transports en France est le premier secteur. Décarboner le secteur des transports, ça peut passer par des transports actifs, la marche, le vélo, des transports en commun, qui sont aussi d'une certaine façon des transports actifs, parce qu'il faut toujours marcher pour aller prendre son bus ou aller prendre son métro. Eh bien, on augmente l'activité physique. On sait qu'en Europe, les adultes sont... 40% des adultes en Europe sont en dessous des recommandations d'activité physique et on pense que c'est la cause indirecte d'environ 10% des décès. Et enfin, un autre champ de convergence, c'est l'alimentation. On sait que d'un point de vue nutritif, des recommandations nutritives, il faudrait réduire la viande d'un facteur 2 ou 3 en France. Et donc ça, c'est également une façon de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le secteur de l'alimentation. Donc on a une vraie convergence entre des objectifs climatiques et des objectifs de santé publique. Et quand on chiffre tout ce qu'on peut gagner par des politiques de ces co-bénéfices, donc qui ne sont pas les objectifs directs de politique climatique, quand on chiffre tous ces gains potentiels de santé publique, on se rend compte qu'on a finalement, avec des politiques de neutralité carbone,
de vraies politiques de santé publique. On pourrait éviter, on l'a chiffré dans une étude récente, plusieurs points de pourcentage des décès à l'échelle mondiale par des politiques de neutralité carbone, ce qui est vraiment le résultat qu'on attend de politiques de santé publique ambitieuses. Et l'avantage de ces politiques, c'est que c'est des décès, c'est des bénéfices de santé publique qui sont des bénéfices ici et maintenant. On n'a pas à attendre, comme c'est le cas pour les bénéfices climatiques, des décennies, voire des siècles pour que les bénéfices se manifestent. On a là des bénéfices pour la santé publique par des politiques climatiques qui sont des bénéfices locaux pour les populations qui vont mettre en place les transformations nécessaires et des bénéfices de court terme. Vanina, vous, il y a plusieurs projets que vous avez menés, donc vous le disiez souvent dans les pays du Sud. Et, concrètement, est-ce qu'il y a un exemple de projet qu'on pourrait s'attendre à voir arriver en France et aussi une deuxième question pour vous, comment en tant qu'entreprise on finance tout ça? Alors, je vais peut-être commencer par rappeler quelque chose qui est un peu contre-intuitif, mais si vous utilisez une application bancaire sur votre téléphone, ça ne sera pas si contre-intuitif que ça, à savoir que l'innovation, elle vient d'abord des pays du Sud sur ces sujets-là. Et je fais le parallèle avec les applications bancaires et le fameux leapfrogging en Afrique où tout le monde avait un téléphone portable et donc les applications bancaires se sont d'abord développées en Afrique. Et bien, ça va être la même chose pour la santé et l'impact du changement climatique. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'aujourd'hui, ces pays, comme les interlocuteurs précédents l'ont rappelé, y compris avec la pollution, et donc on a, nous, des exemples très concrets, en fait. Par exemple, au Bangladesh, où on a des bateaux hôpitaux qui permettent de donner accès aux soins à des populations qui vivent sur des chars. Des chars, c'est ces îlots alluviales au milieu du delta au Bangladesh. Et donc, ces îlots se reforment au gré des inondations. Pourquoi je dis ça ? Parce que 80% des hôpitaux en France ne sont pas équipés avec des plans inondation et donc sont sujets à des risques d'inondation. 80% des hôpitaux en France. Donc il faut quand même qu'on commence à réfléchir à de l'adaptation en France. Et puis un autre exemple très simple aussi, c'est au Tchad, là encore, où on a réussi à former des professionnels de santé sur des bulletins météo. Pourquoi c'est important ? Parce que souvent les médicaments dans les pays du Sahel sont entreposés au sol. Au Tchad, il y a un grand lac où il y a beaucoup de moustiques maintenant et beaucoup de paludisme. Et on voit et la montée du paludisme. Et dès qu'il y a une inondation ou un bras du lac qui monte, tous les médicaments sont emportés. Donc c'était extrêmement important de prévenir les professionnels pour qu'ils sauvent ces médicaments et pour qu'ils prévoient l'achat de moustiquaires imprégnés pour prévenir le paludisme. Donc c'est des exemples très concrets, très simples. Et évidemment, tout ça est aussi permis par le digital parce qu'on équipe ces professionnels avec des applications digitales qui leur donnent l'information en temps réel. Et puis, évidemment, le nerf de la guerre, c'est le financement. On peut réfléchir à toutes les solutions, mais on sait que ça va passer par des financements publics-privés. Et nous, on travaille vraiment aujourd'hui avec une approche de partenariat public-privé philanthropique parce que c'est PPPP, ça fait beaucoup à dire en P, mais c'est finalement la solution. On a par exemple lancé au Forum économique de Davos un fonds catalytique pour le climat et la santé avec la Fondation Gates, avec le Global Fund, qui permet aux pays du Sud de candidater pour accroître la résilience de leur système de santé. Et bien, ces exemples-là, on peut les multiplier. On a aussi au Malawi lancé un autre fonds à 37 millions de dollars avec des partenaires publics. Voilà. Muriel aussi, pareil, même question. Là, on a l'impression que, il n'y a pas grand-chose à faire sur l'arrivée de nouvelles maladies zoonotiques. Il y en a quand même ? En fait, ce que je dirais, c'est que, alors oui, il y a des solutions, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut comprendre et que les facteurs en fait qui vont provoquer ces émergences, ils sont complexes et qu'on a besoin de recherche. Ça, c'est la première chose, et que c'est assez compliqué en fait de faire comprendre entre guillemets au pouvoir public qu'on a besoin de recherche pour la prévention, parce que c'est finalement assez quand une maladie est là, effectivement, il faut un vaccin, il faut un antiviral, il faut
je sais pas quoi, mais pour anticiper quelque chose qui peut arriver dans quelques années et on ne sait pas si ça va arriver, c'est plus compliqué. Mais bon, malgré tout, il y a des programmes qui existent, notamment il y a un programme dans lequel je participe, qui est le programme Présode et qui est vraiment ciblé sur la prévention des maladies zoonotiques. Et donc, il faut comprendre. Une fois qu'on a compris, en fait, les résultats de la recherche, je le dis, je le répète, ne suffisent pas, en fait. Si on ne discute pas avec les industriels, avec les pouvoirs publics, avec les secteurs. Moi, je suis spécialiste de la santé animale. Si je ne parle pas avec des gens de la santé humaine, ça servira absolument à rien. Donc, il faut trouver aussi des espaces où on se rencontre tous, où on discute et où on essaye de trouver des solutions ensemble. Et comme le disait Vanina également, c'est que les solutions, elles ne sont pas globales. C'est qu'à chaque problème, en fait, il va y avoir des facteurs spécifiques qui vont intervenir, etc. Et que les solutions, elles sont locales et que là aussi, il faut parler avec les acteurs locaux et trouver des solutions adaptées à chaque situation. Et souvent, ces maladies, en tout cas les maladies infectieuses sur lesquelles je travaille, proviennent du Sud et que les solutions, elles sont souvent effectivement dans le Sud et que si on travaille pour les prévenir dans le Sud, eh bien on travaillera pour justement les éviter chez nous. Jean-David, pour lutter contre les pollutions, vous dites aussi qu'il faut engager les entreprises. C'est une aussi des solutions, plutôt sur leurs responsabilités, les contraindre un peu. Concrètement, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est un peu le seul outil pour faire avancer les... Bon, alors c'est les entreprises qui produisent les risques, hein. C'est pas les États, c'est pas les individus. Il y a deux moyens qui ont permis de faire baisser des grands risques historiquement, qui sont la loi et l'économie. On n'a jamais réussi à faire baisser un risque significativement par autre chose que la loi et l'économie. C'est-à-dire s'adresser aux individus pour leur dire « s'il vous plaît, ne faites pas ça, c'est pas bien », ça n'a jamais marché pour aucun risque. Donc les risques qu'on a réussi à faire baisser, c'est le tabac. Donc le taux de tabagisme est en baisse dans le monde. La quantité totale de cigarettes fumées augmente parce que la population mondiale augmente, mais le taux de tabagisme, donc la proportion d'une population qui fume, baisse dans le monde. Et si le tabagisme est très lentement maîtrisé, c'est grâce à la loi et l'économie, c'est-à-dire des interdictions et des taxations. Pareil pour l'alcool, qui baisse dans certains pays grâce à ces deux moyens. Pareil pour la pollution au plomb, qui jusque dans les années 70 était omniprésente dans le monde et qui aujourd'hui est beaucoup moins importante, en tout cas dans les pays riches comme la France, il n'y a pratiquement plus de pollution au plomb. Et pareil pour la pollution de l'air, puisque j'ai dit tout à l'heure que la pollution de l'air était en augmentation dans le monde, mais elle est en baisse dans les pays riches. C'est la loi et l'économie qui permettent de faire baisser les risques. Ce n'est pas le fait de s'en prendre aux individus. C'est quelque chose qu'on connaît aussi par rapport aux émissions de CO2. On sait qu'en tant qu'individu, on a au maximum une capacité à contrôler notre émission de peut-être 20-25%. Et encore, en faisant beaucoup d'efforts. Donc c'est un non-sens. C'est en incitant correctement ou parfois en interdisant correctement aux entreprises de produire certains produits trop polluants pour le monde qu'on pourra faire baisser les risques. Si on ne le fait pas, ça ne résoudra jamais le problème. Je vais laisser le mot de la fin à Kevin. On voit que c'est globalement aussi beaucoup un enjeu politique. Est-ce que c'est ça le principal levier aussi finalement? Vous parlez des politiques de santé publique, vous parliez, Jean-David, de loi, en tout cas pour faire baisser les risques. Est-ce que ça passe par ça? Est-ce que nous, en tant que citoyens, du coup, ça passe uniquement par le vote? Enfin, comment ça se matérialise pour que, ici, dans la salle, on puisse avoir un rôle dans cette action? Je pense qu'il y a un enjeu qui est majeur, c'est celui de ne rentrer dans les débats de transition écologique, pas que par les coûts, mais aussi par les bénéfices. On parle beaucoup des coûts de la transition écologique, qu'est-ce que ça va coûter en emploi, en budget public. On ne parle jamais des bénéfices. Et la dimension de la santé est peut-être celle pour lesquelles les bénéfices de la transition écologique sont les plus forts. Le GIEC nous l'a dit dans son dernier rapport, on le sait, le coût de l'inaction sera bien plus important que le coût de l'action. Quand on met la dimension de la santé dans l'équation, on se rend compte, par ces co-bénéfices sanitaires des politiques climatiques, on se rend compte que les bénéfices, y compris économiques, en économie de la santé, que les bénéfices de l'action climatique sont supérieurs aux coûts de mise en place de politiques de réduction de gaz à effet de serre. Et ça, c'est quelque chose
dont on n'a pas assez conscience au niveau politique et citoyen. Donc ça, c'est une première chose. Et d'autre part, je pense qu'il y a un enjeu vraiment fort à faire comprendre, enfin, en tout cas, à créer des alliances entre le monde de la santé, les soignants, qui sont un relais d'opinion très fort dans la population, les soignants, les sciences de l'environnement, les sciences du climat, pour montrer qu'il y a vraiment une convergence d'enjeux, créer une demande politique, et puis faire sauter quelque part ce verrou politique autour de la transition écologique, parce que le verrou, il est bien plus politique, je pense, qu'au niveau de la société ou des citoyens. Merci à tous les 4 pour avoir répondu à cette problématique très riche. Et je laisse la place à la prochaine table ronde. Merci beaucoup.